sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce webinaire 4. Si on imaginait demain la convivialité. Alors, il y a un petit peu d'écho qui va disparaître. Alors aujourd'hui, on a la chance, la joie de venir à ce webinaire entouré de Juan Arbelaez, Julien Duboué et Amandine Chéniaud. On va commencer donc par Juan Arbelaez. Il est arrivé en France il y a combien de temps maintenant, Juan? Ça va faire 14 ans bientôt, 13-14 ans. Finalement, 14 ans, c'est très peu pour s'adapter aussi bien, comprendre à la fois son époque, comprendre les concepts de restauration et en dehors de son empathie naturelle pour tout ce qui concerne la restauration, la cuisine, il a parfaitement réussi à s'intéresser à tous les concepts, on peut dire. Il avait la chance justement d'avoir une ouverture très grande sur le monde et il va nous parler de convivialité parce que c'est le cœur de son métier. Il a beaucoup développé de concepts et il va nous en parler. Amandine, je ne sais pas dans quel ordre on est là, je crois que c'est Amandine. Mais de toute façon, Amandine, bonjour. Amandine, on s'est connus, enfin, d'une manière anonyme, au Raphaël. Moi, ça a été ma première expérience de votre cuisine, en tout cas. Et puis, la même chose, la convivialité, c'est peut-être plus fort que la cuisine de palace. On a envie, finalement, de partager beaucoup de choses. Et aujourd'hui, Amandine, elle vit une aventure, je pense, qui lui correspond complètement dans son restaurant Pouliche, dont elle va nous parler. Elle va donc beaucoup nous parler de convivialité. Enfin, Julien, là aussi, ça fait un bout de temps qu'on se côtoie et qu'on se pratique depuis les premières expériences où on a découvert finalement que le terroir landais et basque, ça pouvait être autre chose que des plats complètement de référence. Julien, il a un talent incroyable et c'est complètement lié à la convivialité. C'est qu'il sait partager de manière moderne, contemporaine, tout ce qu'il a appris depuis qu'il est enfant. Et ce qu'il développe aujourd'hui dans ses restaurants, c'est cet esprit-là, cet esprit de partage autour de cuisines qui sont marquées terroir et qui pourtant sont extrêmement citadines, modernes, dans un esprit, je dirais presque de café de village, mais au cœur d'une capitale. Alors, la crise que nous traversons aujourd'hui, en fait, c'est une magnifique occasion d'inventer une nouvelle forme de convivialité. C'est comme ça qu'on va lancer le débat. Alors, par quoi les vitres en plexiglas, les masques, les gants, toute cette distance entre les tables, on sait que c'est qu'un accident de parcours, c'est une anomalie dans ce merveilleux lieu qu'est le restaurant. Avant, on allait au restaurant et on y retournait pour y voir des amis, pour dîner en amoureux, pour signer un contrat, pour sortir en famille, pour faire découvrir la gastronomie française, etc., etc. Chaque fois qu'on y allait seul, on y allait à plusieurs, et le bonheur, c'était de rencontrer et de voir le travail des serveurs, des sommeliers, des pâtissiers, et puis surtout des chefs qui savaient si bien enchanter nos palais. Alors, c'est pas ce virus, c'est ce sacré virus qui va nous empêcher de vivre ça à nouveau. La convivialité, en fait, ça ne se négocie pas. C'est la vie. C'est un modèle d'art de vivre. Elle englobe bien des plaisirs et presque tous les sens. Bavarder, déguster, sentir, toucher, expliquer. C'est cette convivialité qui va nous manquer, qui nous manque. Alors, en attendant de retrouver ces moments de bonheur qui fait l'art de vivre à la française, ce temps de pause qu'est le Covid nous permet de réfléchir à demain. Et avant la réouverture, comme vous, on cherche à imaginer ce que ce sera le restaurant réouvert de demain et ce que sera la convivialité. Alors, Marc, on va commencer à questionner chacun de nos invités avant de lancer le petit débat. Je commence par Juan. Vous avez été extrêmement actif sur les réseaux sociaux pendant le confinement. Donc, question, on va dire, cruciale. Est-ce que le digital peut être un substitut à la convivialité? Avec le digital, on fait beaucoup de choses, mais évidemment, le contact est un peu lointain, on va dire. Je pense que non, le digital ne peut pas être un substitut de la convivialité. Pour moi, le digital aujourd'hui est une plateforme, est un outil de travail avec lequel non seulement je partage mon côté professionnel, mais je partage aussi un peu de ma vie personnelle, je partage ce que j'ai envie de partager, mais il n'y a aucune différence entre ce que je fais et ce qu'il peut faire, j'en sais rien, un avocat ou
où je dis souvent à un gynécologue, les gens ils me disent pourquoi tu partages tes week-ends, ta vie au quotidien, partage-nous ta cuisine. Et je leur donne souvent l'exemple du gynécologue. Qu'est-ce qu'il pourrait partager sur les réseaux s'il partageait que son travail? Ça serait peut-être un peu censuré. Donc, pour le coup, disons que moi, c'est une plateforme. C'est une plateforme aujourd'hui, c'est un outil avec lequel je permets de passer des messages, que ça soit écologique, que ça soit de respect de la nature, du terroir, comment consommer mieux, comment manger mieux. C'est des choses qui me tiennent à cœur. C'est aussi un outil de travail pour communiquer des nouveaux axes de vente, notamment ce qu'on a fait pendant le confinement. C'est toute cette partie de takeaway, de vente à emporter qu'on a mise en place. Et c'est aussi un outil avec lequel je m'amuse. Pendant le confinement, j'ai trouvé la façon de découvrir une nouvelle facette et un nouveau visage de mon métier, qui était celle de passer des recettes via des vidéos. J'avais jamais fait ça. Je me suis énormément marré et amusé à le faire. Je pense qu'on était plusieurs à le faire. D'ailleurs, j'en ai vu des recettes de plusieurs chefs sur les réseaux qui étaient vraiment, vraiment superbes. D'ailleurs, une brioche de Duboué qui était assez sexy. Donc, je pense que c'est un lieu d'expression. C'est un lieu où on a un peu la liberté de mettre ce qu'on veut. Et c'est aussi un outil de travail qui est très important. Mais je ne pense pas que ça pourra un jour remplacer la convivialité. On aime trop se toucher, se faire des câlins et se rouler des grosses pelles. Donc, on a besoin de contact. Alors, Julien, bon, on va parler des normes sanitaires qu'on ne connaît pas exactement encore, mais bon, vous avez, vous, dans vos restaurants, évidemment, un sens aigu du rapprochement, du partage, de la convivialité. Comment vous pensez adapter votre philosophie de restauration à ces nouvelles normes qui vont venir, qui vont être inévitables? Pour combien de mois, on n'en sait rien, mais comment vous envisagez le redémarrage? Pour tout vous dire, je ne l'envisage pas en fait. Parce que réouvrir dans des conditions que l'on entend juste aujourd'hui, parce qu'on n'a pas encore de décret qui nous les montre et qui nous les donne, j'en ai pas envie. Quand je vois le repas que je viens de passer avec 15 personnes à table, avec mon cousin qui ramène un Saint-Pierre, mon père qui va cueillir les légumes et tout ça, pour moi, la convivialité, c'est ça, avec des gâteaux faits avec les œufs de la maison. C'est un partage, c'est des gens qui doivent arriver, partager ce qu'ils ont à manger, ce que l'on fait à Boulogne, ce que l'on fait à Nos, ce que l'on fait dans mes établissements. Si demain, on doit mettre un plexiglas entre chaque table, on doit les espacer de 3 mètres, on doit mettre des masques et des visières pour ne pas s'embrasser, faire des accolades et qu'il n'y ait plus de figures dans un restaurant, pour moi, ça ne me convient pas, ça ne me va pas et je n'ouvrirai pas de restaurant dans cet état, quoi. Je pense que je suis incapable de faire mon métier dans cet état-là. Donc, on va voir quand est-ce qu'on nous donnera le droit d'ouvrir. Mais moi, je pense que ça va tomber demain, puisque Paris va être classé vert apparemment dès demain. Donc, on va nous annoncer qu'il faudra ouvrir nos restaurants dans 3 jours, je suppose, comme on nous a annoncé 6 heures avant de les fermer, ce qui est aberrant en ayant à appliquer de nouvelles normes HACCP. Alors, on a mis pour certains 3 ans avant d'appliquer les bonnes, puisqu'on est tout le temps contrôlé. Et là, il va falloir appliquer des normes en 2 jours. Enfin, c'est aberrant. Et pour moi, ça ne rejoint pas la convivialité que je veux donner dans mes restaurants, quoi. De se cacher la tête pour aller donner à manger ou faire à manger à des gens, pour moi, c'est aberrant. Aujourd'hui, un bistrot, un restaurant convivial, il y a une tête, il y a une figure qui l'anime, en fait, comme Juan, qui va faire le con sans arrêt dans les yaya parties, comme moi qui vais passer derrière un buffet pour aller cuire un bout de poisson ou l'animer, comme Amandine chez elle qui est venue nous recevoir et pendant le repas s'installer avec nous pour nous raconter ce qu'elle faisait à manger. Ça, si c'est plus possible de l'avoir dans nos restaurants, il n'y aura plus de convivialité et ça ne rimera pas avec ce que l'on veut servir, quoi. Donc, moi, perso, je n'ai pas envie d'appliquer mon métier dans cet état, quoi. Merci. Alors, Amandine, c'est à peu près la même question, dirigée un peu d'une autre façon. Vous avez connu l'époque Palace avec quelque chose de très protocolaire. Vous avez voulu vous en affranchir en créant Pouliche, qui est justement beaucoup sur le partage. Et comme Julien vient de le rappeler, où vous n'hésitez pas, vous, à prendre contact direct avec les convives. Comment on adapte ça et comment vous pensez, même si tout s'arrange finalement en espacement, etc., comment vous pensez vivre
cette distanciation quasiment obligée. Moi, je suis un peu dans la même état d'esprit que Julien, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est tous alors, on a tous des rumeurs, on entend tous parler par nos réseaux des dates possibles, des mesures imaginaires, etc., etc. Aujourd'hui, on peut même pas imaginer comment on va pouvoir reprendre si on n'a pas exactement les mesures qui vont nous être imposées et les mesures qui vont nous être recommandées. Ça, c'est deux choses. Et en fonction de ce qui va nous être imposé, on va essayer de voir déjà même si c'est rentable. Moi, aujourd'hui, je ne sais pas, je n'ai pas la réponse. Mais une chose qui est sûre, c'est qu'effectivement, je pense que la population a envie de se retrouver, a envie de passer un moment ensemble, à rire, à parler, à discuter, et que ce n'est pas avec des masques et des vitres en plexi que ça va fonctionner. Moi, je pense qu'on est tous en train on vit dans une société du risque zéro, que ce soit au niveau de l'alimentation, que ce soit au niveau de la conduite automobile, etc. etc. Et je conçois qu'il faille protéger les populations les plus faibles. Mais autour de moi, et moi la première, j'ai pas envie de vivre dans une bulle de plexiglas qui sent le javel, et je suis pas pour un risque zéro. Donc, est-ce qu'il ne va pas falloir aussi, au bout d'un moment, demander l'avis du consommateur, parce que le client, en fait, quand il vient chez nous, il fait un choix. Et je pense qu'ils sont capables de prendre leurs responsabilités aussi. Aujourd'hui, vous allez dans Paris, vous voyez partout, les gens ils sont en train de faire des pique-niques sur les trottoirs. Avenue de Fruden, hier, c'était blindé de monde. Et les gens, ils sont en train de boire des coups dehors sur les terrasses. En fait, les salles de restaurants se sont déportées dehors dans les rues, sans aucune organisation, sans aucun contrôle et sans distanciation du tout. C'est juste les gens qui ont envie d'être ensemble. Donc, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas aussi autoriser ces personnes-là à prendre les risques qu'ils ont envie de prendre aussi. Pour le moment, on a zéro visibilité là-dessus, sur ce qui va être recommandé, ce qui va être obligatoire et ce qui va être proscrit. Donc, Alors, quand on voit les images là qu'on vous a préparées, je sais que vous les connaissez, mais c'était aussi pour le pré-lancement d'une discussion et d'un échange. Est-ce que finalement, cette jeune fille au milieu, elle est vraiment protégée? Est-ce qu'elle va vraiment s'amuser avec ses autres convives? Est-ce que quand on intègre du design dans les concepts, comme on voit là aux Pays-Bas avec ces petits étages à l'intérieur, c'est presque conceptuel. Est-ce que tout ça, ça a du sens ou pas? Est-ce que c'est ridicule? J'avoue que la page de droite avec le plexiglas, c'est le bistrot à Fleury-Mérogis, ça. Ouais. Je pense qu'il n'y a pas de… Enfin, nous, et je rejoins les mêmes mots d'Amandine et de Julien. Le restaurant est un lieu de vie. Le restaurant, c'est un terrain de jeu où il y a des échanges qui doivent avoir lieu. Et je le dis assez souvent dans les dernières interviews, personne n'a jamais aimé les capotes. Hein. On le met parce qu'on nous oblige et par sécurité. Mais le préservatif, c'est pas vraiment ce qu'on préfère. Et aller manger dans un préservatif géant, moi, ça me donne pas envie, quoi. Ouais, moi, on dirait une image d'un mauvais film de science-fiction. Tu vois, les trucs sous plexi, c'est affreux. Même essaye d'avoir une interaction avec quelqu'un qui porte un masque, tu sais, les vrais masques épais, lavables, etc. C'est hyper compliqué d'arriver à se faire comprendre. Moi, je le vois, tu vois, à la boutique, là, tous les jours. Une fois sur deux, on est obligé de se rapprocher, de tendre l'oreille et tout, parce qu'en fait, on comprend rien, quoi. Et ce qu'il y a d'aberrant aussi là-dedans, c'est que, bon, pour l'instant, c'est juste ce que l'on entend, les masques, les visières, les plexis. Et ce qu'il y a d'aberrant, c'est qu'en grande surface, ce n'est pas appliqué. On arrive aujourd'hui, on va dans n'importe quelle grande surface, tous les légumes et les fruits sont posés comme ça en étal, tout le monde les touche, tout le monde les prend, tout le monde en fait ce qu'il veut. Et nous, un petit indépendant, on va nous demander de mettre des plexiglas entre nos tables. Enfin, c'est quand même sacrément aberrant, quoi. Donc, une fois de plus, on veut toucher des petits commerçants qui sont en train d'appliquer des normes drastiques, alors qu'en grande surface et un peu partout dans tous les magasins, tout le monde fait ce qu'il veut et c'est déroute, quoi. Enfin, c'est une aberration, moi, je trouve. Ok, alors, écoutez, moi j'ai une première question. On peut parler de tous les sujets, mais c'est vrai que moi je me rends compte avant le Covid, la tendance mondiale, c'était le renouveau des restaurants, des concepts, c'était la table de partage, c'était le tapas, les mezzés, la kémia, et le débat sur ces concepts qui étaient en fait l'histoire de certaines cuisines, hein, tapas, mezzé, kémia, c'est finalement, est-ce qu'il va y avoir un retour? Est-ce que le risque, c'est le retour à l'individualisme? Parce qu'on se rappelle de ces assiettes individuelles, hein,
c'est toujours le cas de la gastronomie quand elle est installée, l'assiette individuelle, et on était parti sur le partage. Alors, il y a quand même un vrai danger sociétal, mais la question, je sais que vous êtes contre et vous êtes pour la convivialité, mais vous allez devoir trouver des solutions pour vous adapter à cette nouvelle convivialité. Alors, par quoi ça passe et comment c'est possible? Alors, je dis, par exemple, Juan, parce que Julien, je sais que sur ces grandes tables de partage, il est bloqué intellectuellement, il a grandement raison, il va devoir trouver des solutions très fortes. Et Juan, sur cette notion-là de retour à l'individualisme par rapport à ces plats de partage, comment tu comptes évoluer? Comment vous comptez évoluer, pardonne-moi? Il y a deux choses. La première, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas moyen d'ouvrir si on a une table sur deux et que les espaces doivent être respectés comme il se dit, parce que nous, on a besoin d'un minimum de masse salariale. Donc, dans ces cas-là, revenir à l'assiette individuelle pour servir 50% de ses clients avec la masse salariale et tous les charges qu'on a au quotidien, ils ne vont même pas ouvrir et déjà, soit rester au chômage technique ou partiel, soit mettre la clé sous la porte parce qu'il n'y a aucun intérêt. Moi, j'ai découvert, grâce à mes associés, grâce au travail qu'on a fait aujourd'hui, une offre qui nous permet de survivre, qui est la vente à emporter, qui nous permettrait éventuellement d'ouvrir avec ces 50% et cette distanciation sociale sans plexiglas. Si on nous impose des plexiglas, si on nous impose des pseudo chapeaux préservatifs, je pense qu'on n'ouvrira pas et on restera sur la vente à emporter. Mais là, sur la partie de la cuisine, je pense qu'on ne changera pas. Et là, je rejoins Amandine, c'est qu'aujourd'hui, je pense que la personne qui vient manger chez nous vient dans une recherche de convivialité, vient dans une recherche de notre cuisine et il faut il est responsabilisé. Ils sont au courant, les gens sont au courant aujourd'hui le Covid peut être très dangereux, le Covid peut tuer une personne, le Covid est présent un peu partout, mais aujourd'hui, on sait que fumer, c'est mauvais, on sait que l'alcool est mauvais et on en prend chacun nos responsabilités. Le Covid, si on est une personne à risque et qu'on considère que le restaurant est un lieu à risque, on ne sortira pas. Aujourd'hui, les normes HACCP qu'on a dans tous les restaurants, je pense qu'il n'y a pas des lieux plus sains, des lieux plus propres, des lieux plus… les normes d'hygiène, on les applique depuis des années. Donc, je pense qu'aujourd'hui, la personne qui vient manger chez nous vient en sachant qu'il y a un risque. On prend tous le risque en sortant aujourd'hui de chez nous. Et il faut responsabiliser la clientèle. On ne changera pas, nous, notre cuisine. On développera l'axe de takeaway et de vente à emporter, car pour nous, c'est important et c'est quelque chose qui nous amuse aussi. C'était déjà dans les tuyaux un peu avant, mais notre cuisine ne changera pas. Oui, en fait, c'est ça, c'est qu'on n'est pas nous ne sommes pas des créateurs de concepts. Les lieux que l'on a ouverts ou créés chacun d'entre nous, on les a fait parce qu'ils nous correspondent et parce qu'on les aime. Et ce sont des endroits où on aurait aimé aller manger. Si aujourd'hui, il faut qu'on change nos lieux, on ne prendra pas un malin plaisir à aller travailler dedans. Donc, moi, perso, je ne changerai pas. Je ne pourrai pas aller travailler dans un lieu qui me débecte tous les jours. Donc, soit je vendrai, soit j'arrêterai, ou alors je recommencerai pareil. Et on va laisser passer quelques mois que ce virus s'en aille et pour récupérer nos restaurants comme ils étaient avant, quoi. Amandine, tu voulais commenter tout à l'heure? Ouais, moi je pense qu'il faut vraiment responsabiliser les consommateurs et les gens, et on ne va pas niveler vers le bas et rendre tout aseptisé pour une population qui représente 0,001% de la clientèle, quoi. Tu vois, au bout d'un moment, tu ne peux pas priver tout le monde de liberté sous prétexte que tu as 0,01% de la clientèle qui a un risque minime. Moi, je n'ai pas envie de fonctionner comme ça en tout cas. Après, évidemment, on va faire attention. Nous, tu vois, Pouliche, depuis le début, tu as énormément de choses à partager, tu as énormément de choses qui se mangent avec les doigts. On pose souvent des choses sur la table, mais je n'ai pas envie d'en arriver à tout dresser, comme tu dis, de façon individuelle, avec des suremballages, avec tout sous plastique. Enfin, non, en fait, ce n'est pas possible, quoi. C'est pas ça la vie. J'ai vraiment pas envie de ça. Alors après, il y a un geste… Pardon, les gens, ils vont faire leur choix. Enfin, tu vois, quand tu décides de manger avec quelqu'un, c'est souvent des gens que tu connais. C'est quand tu décides de te mettre à la même table, voilà, c'est des gens qui se sont déjà vus avant. Donc, tu peux pas. C'est pas comme si tu imposais à ces gens-là de venir et de se faire frotti-frotta avec des inconnus, quoi. Donc, en fait, ce que tu dis, c'est que quand on va au restaurant, c'est vrai qu'on y va de son plein gré, quelque part. Avec les gens qu'on aime, avec les gens qu'on connaît. Tu choisis.
qu'on choisit. On a par exemple été confiné à 5 ou 6. Évidemment qu'on pourrait aller dans un endroit, dans un restaurant à 5 ou 6 et ça ne poserait pas de souci. Donc, de toute façon, c'est ce qui est prévu au même titre qu'aujourd'hui, tu as le droit de faire des dîners à 10 personnes. Moi, je pense que là, on commence à voir déjà qu'on a des demandes pour des dîners privés, tu vois, des choses comme ça. Je pense que les chefs à domicile, ils vont avoir vachement de boulot dans les mois qui viennent parce que les gens qui ont envie de retrouver cette convivialité, mais qui en même temps ont peut-être un peu peur de ressortir dans des environnements qu'ils ne maîtrisent pas, avec des gens autour d'eux qui ne connaissent pas, ils vont peut-être aller plus vers cette offre de dîner à domicile. Et je peux concevoir, hein, après, moi, je ne suis pas dans la tête de tout le monde. Il y a certaines personnes qui ont des peurs qui sont complètement irrationnelles. Mais je pense que de toute façon, le restaurant n'est pas fait pour tout le monde. Et aujourd'hui, comme hier, comme avant-hier, voilà, on a chacun nos règles, on prend tous nos précautions, on a chacun nos codes, mais et on peut pas recevoir tout le monde de toute façon, quoi. On ne sait pas justement que ça risque, je ne sais pas si on peut parler de risque, de provoquer une sorte d'explosion du modèle restaurant, et que le modèle restaurant, justement, ça va être beaucoup du drive, du chef à domicile, et puis voilà, et puis de faire 15-20 couverts, un peu comme on le faisait avant. Est-ce qu'il n'y a pas ce risque-là, ce risque, encore une fois, qui peut être une évolution? On a eu ce débat avec Julien Foin l'autre jour, il était contre toute la partie de vente à emporter. Moi, et je lui disais, j'essayais de lui expliquer que je pense que nos clients et la clientèle qui viennent dans nos restaurants aujourd'hui, ils viennent pas juste pour une assiette, mais viennent pour un lieu de vie, ils viennent pour voir le serveur qui leur dit bonjour, pour être à la table qui vient d'habitude, pour, comme disait Julien, passer face devant la cuisine d'Amandine Chéniaud et qu'elle soit là pour lâcher un sourire et dire bonjour, bienvenue chez moi, pour voir Duboué cuire quelques chipolatas dans le barbecue. Donc, je pense que les gens, ils viennent pour un lieu de vie. Et aujourd'hui, se dire que le fait qu'il y a une énorme offre de vente à emporter ou de take-away puisse changer la mentalité des gens, je ne suis pas complètement convaincu. Moi, je pense que les gens ont besoin de contact. On le voit aujourd'hui dans le canal de l'Ourcq, le canal Saint-Martin. Donc, tout le monde est rué les uns sur les autres. Ils sont tous ont besoin de contact. Et le restaurant, c'est un des plus beaux terrains de jeu pour ce contact, pour ce partage, pour cette convivialité, pour ces échanges. Donc, à mon avis, même si aujourd'hui, il y a une offre qui se développe, je ne pense pas je trouve que ça serait prendre nos clients pour des cons, se dire qu'en fait, parce qu'ils vont manger pendant 3 ou 4 mois des burgers ou des sandwichs à emporter, qu'ils ne reviendront plus jamais à notre restaurant. Je pense qu'on a créé des lieux assez forts, assez identitaires, avec des images c'est des lieux de souvenirs. On ne peut pas s'en passer. Je pense qu'on ne s'en passera jamais de nos restaurants. Mais moi, je suis. Bon, on a déjà parlé avec Juan, donc on ne va pas se prendre la tête là-dessus, mais on n'est pas d'accord à ce sujet-là. Je suis un peu de l'avis de Julien Foin, où c'est cette nouvelle génération qui arrive de vente à emporter. Moi, je l'appelle la génération Netflix, c'est-à-dire que les gamins, ils se mettent devant YouTube ou devant Netflix et ils commandent à manger. Mais moi, je pense vraiment, et je le vois, que ça vide nos restaurants le midi par tous les gens dans les bureaux qui se font livrer à manger, et le soir aussi par ces jeunes qui restent devant YouTube ou Netflix et qui commandent à manger. Donc ça, moi, je suis anti tout ça. D'autant plus que, évidemment, la plupart du temps, si on veut se faire livrer partout dans Paris, il faut passer par des firmes étrangères qui ne paient pas leur impôt en France. Donc ça me débecte encore plus. Donc là où je dis bravo, c'est à Rouen, effectivement, ce qu'ils mettent en place de livrer eux-mêmes leurs plats. Donc ça, c'est magique. Mais dès qu'on passe par des firmes comme telle marque et telle marque à Paris, qui ne paient pas leur impôt en France, et nous, on se ramasse tout à la fin du mois, c'est aberrant. Moi, je trouve ça. Et puis en fait, ce n'est pas cohérent avec ce que l'on essaie de faire en ce moment. Depuis le confinement, tout le monde est reparti chez les petits commerçants. Donc, on a enlevé des intermédiaires. Donc, on a enlevé les grandes surfaces. Enfin, on a essayé d'enlever les grandes surfaces. Au début, ça a été à la source sur les grandes surfaces. Derrière, les gens sont revenus aux bases, sont allés sur les petits commerçants. Donc, bravo Amandine pour ce que tu as fait en mettant en avant des artisans et tout ça. Donc, on enlève les intermédiaires. On enlève Rungis, on enlève des revendeurs, etc. Et là, on va à l'inverse, en fait, dans la restauration rapide, où on rajoute un intermédiaire qui va livrer et prendre une commission sur notre repas. C'est là où moi, je ne comprends pas, en fait.
C'est qu'on essaie d'un côté de revenir en arrière, ce qui pour moi est une bonne chose, et d'un autre côté, on rajoute des intermédiaires à notre nourriture où on perd 10, 20, 30, 40% pour des gens qui vont prendre ça et qui vont le livrer. Et moi, je trouve, et en fait, ça vide nos restaurants, donc ça coupe la convivialité, quoi. Donc là, on est là pour parler de convivialité. On n'en a pas, on est d'accord, on n'a pas de convivialité en mangeant un plat devant son ordinateur. Donc pour moi, c'est pas cohérent, quoi. Alors Julien, juste une petite remarque. Est-ce que c'est vraiment vos clients, les gamins qui se font livrer des burgers en regardant Netflix? Est-ce que ça pourrait être vos clients de demain? Mais aujourd'hui, ce n'est pas vos clients, clairement. Et vos clients, vous savez bien, enfin moi je l'entends de partout, les gens, ils veulent retourner au restaurant, c'est même une de leurs premières préoccupations, et ils veulent se marrer. Et ça me faisait plaisir de voir Juan tout à l'heure rigoler un peu, parce qu'on rigole plus beaucoup là depuis 3 mois. Donc, vous êtes quand même conscient que les gens vous attendent. Ils attendent de venir pouvoir se marrer. Alors après, peut-être que ce sera des tablés de 5-6 qui viendront rigoler ensemble, 5-6 qui se connaissent bien, et puis il y aura une autre table de 4 à côté, une autre table de 8 à côté. Mais je pense que cette convivialité, elle doit pouvoir continuer à exister par petits groupes. On n'est pas obligé forcément d'embrasser son voisin à la fin du repas. On ne connaît pas. Enfin, si c'est son voisin de table, oui, mais je veux dire, si c'est son voisin qu'on ne connaît pas, on n'est pas obligé. Et ça va forcément revenir. Vous ne le pensez pas? J'espère. Je pense qu'on l'espère tous. Mais nous, effectivement, quand on en parle entre copains de 30-40 ans, on sait qu'on va bosser avec notre clientèle, je pense qu'on a la même les trois, c'est du 30 quadragénaire, et on bosse avec cette clientèle-là, et tous nos potes ont envie de ressortir, ont envie d'aller festoyer, ont envie d'aller au restaurant. Donc, je pense qu'on va bosser. Mais comme on disait tout à l'heure, si c'est pour venir avec un plexi devant, avec un masque, avec 1 mètre de distance, ou même 3 mètres de distance entre chaque table, l'émulation dans le restaurant, elle va quand même un peu s'éteindre, quoi. Moi, pour répondre rapidement, la deuxième raison pour laquelle je fais du takeaway aussi, c'est vrai que les points de Julien sont clairs et je les partage d'une certaine façon. Mais aujourd'hui, l'offre qu'il y a en vente à emporter pour les gamins qui sont devant le Netflix, c'est que de la merde industrielle produite par des clowns. Donc moi, je préfère très honnêtement avoir un intermédiaire et que ces gamins puissent commander un burger qui est fait avec du bœuf français, avec un bun qui est fait avec des farines qui sont faites par un petit producteur dans les Landes et de la bonne salade du jardin, qu'ils soient à commander des nuggets de chez McDo. Donc, très honnêtement, je suis d'accord avec beaucoup de points que Julien il a, mais aujourd'hui, le problème, c'est que l'offre en takeaway est tellement restreinte et il n'y a que les énormes groupes industriels qui détiennent tout ce marché. Donc, pour nous, on n'est pas. Aujourd'hui, on ne gagne pas d'argent forcément sur la vente à emporter. Nous, on réfléchit plutôt à futur. Ça sera les 15% de notre chiffre d'affaires supplémentaire qui nous permettra de combler sûrement les espaces de distanciation qu'on devra respecter. Encore une fois, je répète, pas de plexiglas, pas de préservatifs géants dans mes restaurants. À ce moment-là, on n'ouvrira pas. Mais je pense que ça diversifie aussi l'offre de la vente à emporter pour tous ces gamins et cette génération, notamment Netflix, qui est devant l'ordi et qui a 10 minutes pour bouffer. Je trouve que c'est important de proposer une offre qui est un peu différente et qui est proche des valeurs de mieux manger. Bon, à la limite, alors juste, je vous coupe la parole 30 secondes pour dire aux personnes qui vous écoutent qu'il y a un sondage qui part à l'instant. Voilà, donc ils ont quelques minutes pour répondre à ce sondage. Si la question c'est qui est le plus bronzé, c'est Julien Duboué, hein, ça c'est sûr. Voilà. Et pendant que le sondage est en cours, moi la réflexion que je me faisais sur Netflix et ces jeunes qui sont là, c'est d'abord, est-ce que eux c'est la convivialité qu'ils recherchaient réellement? Est-ce que c'est Moi, quand j'entends le chef à domicile, je trouve que c'est un vrai service, hein. On a parlé la semaine dernière du hub gastronomique. Le restaurant devient un hub avec son chef et il rend plusieurs services, le prêt-à-manger, le prêt-à-cuire, le chef à domicile, la livraison, le pick-up. Tout ça sont des nouveaux services. Le rapport entre ça et la convivialité, parfois je me dis que je crois qu'on allait au restaurant pour le chef, pour une cuisine d'auteur, pour découvrir des très bons produits.
mais on y allait aussi pour se retrouver, on y allait aussi pour écouter la table d'à côté, pour regarder comment les gens étaient. Enfin, je veux dire, moi, je suis du Sud, on appelle ça les ficanas. On va au restaurant pour voir les autres, pour être vu, bien sûr pour le restaurant et le chef, mais c'est tout un monde social qui est en train de changer d'impact et d'aspect. Et là, je rejoins en partie Julien, hein, tout ce qui est delivery, etc., c'est un apport de chiffre d'affaires probablement nécessaire, mais c'est un tue convivialité. Et je pense qu'il y a toute une génération qui a perdu ce goût de vivre ensemble, de s'éclater, ou alors en tout cas, ils ne le retrouvent pas à travers le moment de l'acte où on mange. En effet, manger ne devient plus un plaisir, c'est l'acte de substantation. On est devant son ordi et on fait comme ça. Bon, c'est peut-être qu'on a raté quelque chose. Vous ne pensez pas qu'on a raté quelque chose avec cette génération qui fait du happy hour et qui va manger une… C'est sympa le happy hour et manger une petite planche avec… quand il y a des bons endroits, on mange des belles planches de charcuterie du Pays Basque, mais il y a des moments où on ne mange pas que de belles planches de charcuterie, hein. Dans les happy hour, il y a des endroits où on mange des choses douteuses, hein. 90% des happy hour. Il y a des planches douteuses. Alors, est-ce que les chefs n'ont pas raté un truc avec cette génération-là? Même les chefs comme vous, plus jeunes, plus branchés, plus actifs, plus… C'est une question, hein. Je pense qu'il faut être un peu plus jeune que nous. Enfin, moi, je l'ai vécu à Nost, où on était dans un quartier très happy hour. Hein. Effectivement, ça embellissait pas mon métier, en fait, de faire des planches de charcuterie avec des pintes le moins cher possible. Donc, on a arrêté. On avait une clientèle pour le faire. J'aurais pu gagner de l'argent avec ça. Mais j'ai arrêté. J'ai préféré servir des repas de 19h à 23h que de faire des happy hours jusqu'à 21h, quoi. Donc, je pense que si on avait 10 ou 15 ans de moins, qu'on verrait, on l'a fait, nous, à la Dalle, hein, à la Défense, on a ouvert un lieu avec un happy hour et ça cartonne, effectivement, où on a mis des vraies planches avec de la vraie charcuterie, avec des sardines, etc., etc. Et ça fonctionne bien. Je pense qu'il y a quelque chose à prendre là-dessus. Et Juan, toi, avec un concept comme Yaya, c'est super jeune. Qu'est-ce qui a attiré finalement la clientèle? Qu'est-ce qui attirait avant le confinement, hein, la clientèle dans un concept comme celui-ci? C'est parce qu'il fait 1m90 et qu'il est plein de muscles. Non, en vrai, nous, déjà, la partie je pense, le happy hour et cette offre, on est déjà dans les Yaya. Il y en a un à Saint-Ouen et l'autre, il est dans le 19e à Secrétan. On n'a pas forcément la clientèle que Julien pouvait avoir chez Anost. On l'aura à la Défense. Nous, on a une ouverture qui devra se faire notamment en septembre. Et je pense que là, on va développer une proposition le soir, plus en takeaway, plus happy hour, à manger un peu sur le pouce. Mais ça ne sera pas forcément les planches. Je pense que ça sera quelque chose on aura une proposition de planche. Mais il va y avoir des propositions inspirées de la Grèce, à manger un peu sur le pouce et à partager. Donc, 100% Covid, c'est pas très bien, mais je pense que chacun sera responsable de manger chez nous s'il veut. Et s'il ne veut pas prendre des risques, il faudra continuer sa route. Maintenant, moi, je trouve que dans la restauration, tout type d'aventure et de nouveaux challenges et de nouvelles plateformes est intéressante. À partir du moment où les produits qu'on met dedans sont faits avec passion, ils sont cuisinés avec passion et dressés avec et proposés par un serveur avec. Je trouve que même une planche de charcuterie peut être noble. Même à la Dalle, il y a les charcuteries de notamment notre ami Eric Hospital, qui est super. Donc, je trouve qu'on peut toujours mettre un peu la main à la pâte. Et c'est un métier qu'on va apprendre. On n'a jamais fait des happy hour, mais on va le faire notamment à la Défense. Alors, il y a des questions qui arrivent, hein, et qui sont posées. Je vais d'abord, avant de revenir à Amandine, Julien, il y a une question qui t'est adressée à toi, hein, et qui dit: je ne suis pas tout à fait d'accord avec Monsieur Duboué. Le takeaway m'a apporté une nouvelle clientèle, pas spécialement Netflix, mais une moyenne d'âge de 35-50 ans. Ça m'a permis aussi de financer des aménagements sans taper dans ma trésorerie. Donc, il tient pas un McDo, j'espère, le gars. Et ça vient d'un restaurateur qui est situé dans le sud et qui a un restaurant qui est plutôt sur la convivialité aussi. Moi, je lui dis bravo. Hein. Je veux dire, s'il arrive à tirer son épingle du jeu. Mais après, une fois de plus, moi, je ne critique pas ceux qui le font parce que quand c'est un apport financier
et que notre affaire n'est pas encore à 100% du chiffre d'affaires que l'on veut, évidemment qu'il faut le faire. Moi, je dis bravo. Mais moi, c'est plus par éthique, en fait, que je dis non. C'est pas d'une façon responsable par rapport au restaurant, s'il faut le faire ou pas le faire. C'est moi, mon éthique, en fait, me dit non par rapport à ce que ça engendre derrière, quoi. Amandine, tu as fait beaucoup de commentaires sur, tu as parlé au début du nombre, enfin du fait qu'on devait laisser les gens prendre des décisions, revenir comme ils le souhaitaient au restaurant, que la convivialité, ce n'était pas négociable. Néanmoins, il y a quand même une réalité. Alors cette réalité, enfin, qui la respecte pas, je ne sais pas, parce qu'on voit les images sur les chaînes de télé en direct là où on voit des jeunes qui n'en peuvent plus et qui se réunissent et qui font les fous, tout en sachant que ça aura des conséquences. Mais ça, c'est une chose. Te concernant dans le type de restauration que tu fais, tu vas quand même devoir trouver quelques solutions d'adaptation et tu les imagines comment? Parce que ta décoration, ton espace vital, c'est vrai que ce qui fait le charme de Pouliche, c'est cette déco, c'est cette ambiance cosy. Et puis, voilà, comment tu vas préparer ta réouverture pour qu'elle reste un tant soit peu conviviale? J'ai vu les commentaires là, sur. Et je conçois que mon discours, il est pas lissé, il n'est pas politiquement correct. Effectivement, il y a eu des milliers de morts en France. Excusez-moi, mais des morts de cancer des poumons, il y en a encore plus et on n'en parle pas. Enfin, donc, faut un peu relativiser les choses. Je sais que j'ai un discours qui n'est pas politiquement correct et je conçois que ça choque certaines personnes et que certaines personnes soient en panique et soient vraiment dans comment dire, vraiment et de l'anxiété la façon dont nous, restaurateurs, on va prendre en chose les choses. Mais je pense qu'il faut quand même hyper relativiser sur les chiffres qu'on a aujourd'hui. Je pense que dans un an, on aura des chiffres qui seront complètement différents et qui du coup, vont orienter la réflexion de façon complètement différente. Aujourd'hui, on a encore énormément de choses à apprendre sur ce virus. On a encore énormément de choses à apprendre sur la façon dont il s'est propagé, sur là d'où il vient, sur le traitement, etc. Je ne minimise pas du tout. Mais je pense qu'il faut aussi garder des proportions. Et je trouve qu'aujourd'hui, les réponses qu'on a par rapport à ce virus, qui certes a fait des morts, mais la grippe classique fait aussi des morts toutes les années, on n'en parle pas autant et on décide pas de mettre des parois en plexi entre les gens à cause de la grippe. Donc, je pense qu'il faut un petit peu relativiser les choses aussi, dédramatiser les choses. Ceci dit, oui, effectivement, il va falloir prendre des mesures. Je suis la première et je suis chef d'entreprise, donc je me dois aussi de garantir la protection de mes salariés. Il n'y a pas de problème. Et encore une fois, aujourd'hui, on est tous restaurateurs dans l'attente des mesures et des directives qui vont nous être recommandées et imposées par les syndicats, les représentants hôteliers et le ministère du Travail et de la Santé. Alors justement, est-ce que vous ne pensez pas, et je pense qu'Amandine, vous avez à peu près dit ce qu'il y a à dire, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a une surexposition médiatique par rapport à ça et que cette exposition médiatique, elle va forcément tomber? Bien sûr. Si vous voulez, effectivement, vous avez rappelé, 30 000 morts, c'est évidemment énorme. C'est un peu la même histoire que les 3 000 morts sur la route, parce que c'est vraiment une tragédie, mais ça met des gendarmes à peu près sur toutes les routes et les autoroutes pour faire des contrôles. Et les 60 000 morts d'accidents domestiques annuels en France, personne n'en parle, parce qu'on ne va pas supprimer aux gens le permis de conduire un aspirateur ou un fer à repasser. Donc, est-ce que finalement, de la même façon, est-ce qu'une fois que cet emballement médiatique, parce que évidemment que vous allez être surveillé, quand les restaurants vont rouvrir, on va se dire, est-ce qu'il ne va pas y avoir un cluster chez tel ou tel, et que là, ça serait évidemment dramatique. Vous ne pensez pas que d'ici 6 mois, si par hasard, ça ne se passe pas trop mal, finalement, bon, toutes ces choses-là vont se tasser. Ça va bien sûr dépendre des obligations, mais est-ce que vous ne pensez pas qu'encore une fois, c'est une question de temps? Moi, je pense que ça va évidemment se tasser. Je pense que de toute façon, aujourd'hui, tous les chiffres qu'on a et sur lesquels on base nos réflexions, ils sont complètement erronés, ils sont complètement faux. En fait, la seule façon qu'on aurait pu avoir des vraies statistiques et de comprendre l'épidémie et ce qui s'est passé, ça aurait été de tester tout le monde. Malheureusement, en France, on a pris la politique sociale, ça a passé comme ça. Ils ont pris des mesures de confinement. Autour de moi, en toute sincérité, toutes les personnes qui se sont testées spontanément, sans avoir développé des symptômes, ont été testés positifs. Sincèrement, moi, je suis convaincue qu'à Paris, toute la restauration parisienne l'a eu.
En fait, c'est pas possible. On vit tous les uns sur les autres. On est tous en train de boire des coups tout le temps. Enfin, clairement, s'il y avait le moindre rhume, tu peux être sûr que tout le monde le chope. Comme quand tu as n'importe quel soit avec le Covid. Pour être tout à fait honnête, j'ai été faire le test hier. Je n'ai pas encore les résultats, mais je voulais faire justement une sérologie pour voir si j'avais eu ou pas. Et voilà, j'ai eu aucun symptôme. Enfin, bref. Et je pense qu'encore une fois, qu'on aura tous les chiffres dans 1 an, peut-être 2 ans. On aura un peu plus de recul par rapport au virus. Mais je pense que les gens sont tellement restés chez eux à regarder BFM en boucle. Enfin, tu regardes les audiences des télés n'ont jamais été aussi énormes. Et quand tu regardes les infos, c'est le Covid. Les trois quarts de… Alors, je sais pas, j'ai un truc à sauter. T'entends parler que du Covid tout le temps. Et finalement, ça a pris le pas sur tout. Ça ramène un côté hyper dramatique et hyper flippant, mais la vie, elle ne s'est pas arrêtée pour autant. Hein, et malheureusement, les courbes de mortalité, il ne faut pas oublier que les courbes de mortalité en France, elles sont en dessous des courbes de mortalité normales. En fait, on a tellement surprotégé la population qu'on est en dessous de la mortalité normale. Alors, c'est triste, oui, il y a des gens qui meurent, mais il y a des gens qui meurent tous les jours, les gars. Enfin, voilà, c'est comme ça. Ça fait partie de la vie aussi, quoi. J'avais une question. J'arrive plus à réactiver Juan, mais ça va revenir. Voilà. Il est là. Quand on parle pour parler de convivialité et chiffre d'affaires, parce qu'on est obligé, il faut parler aussi un petit peu activité économique. Dans toute cette partie de la restauration, il y avait tous ces repas de groupe, hein, qu'on le veuille ou non, des repas de groupe d'entreprise, hein, des tables de 6 où on venait entre collègues, des repas du dimanche en famille. Il y a toute cette restauration qui était tournée autour de l'environnement professionnel et familial où on se déplaçait en tribu, qu'elle soit tribu professionnelle ou pas. Et ça, avec des mesures barrières trop importantes, vous pensez que c'est une grosse part de chiffre d'affaires qui va disparaître? Et vous pensez qu'on peut la remodeler? On peut la retrouver d'une autre manière? Oui, je pense que c'est Juan qui prend la parole, c'est ça? Non, c'est parce que il avait son micro. Je coupais son micro parce que il a un monde qui circule derrière lui. En fait, je suis au restaurant, ça travaille. On est ouvert, donc ouais, pardon. Ah oui, moi je pense que c'est une part du chiffre d'affaires qui est énorme. Moi je parle du moins pour Anos et pour Boulogne, c'est peut-être 30 à 40% de groupe. Hein. Donc c'est sûr que ça va faire mal, mais après, voilà, on se doit de rester optimiste et que toutes ces frayeurs que l'on entend aux impôts passent au plus vite et que les gens reprennent le goût à venir à manger en groupe et que les sociétés reprennent le goût à réserver en groupe également, quoi. Mais moi, je pense et je suis confiant sur le fait que ça va vite revenir très vite. Vous avez déjà briefé votre personnel sur la sur la relation client, sur la manière dont vous pensez que ça doit évoluer? Moi, pas du tout. Non? Nous, on a mis en place sur la partie vente à emporter tous les gestes barrières, notamment le port des masques obligatoires, les gants quand c'est possible. Après, je ne vois pas qu'est-ce qu'on peut faire d'autre à part balancer les couverts et le verre à distance pour ne pas s'approcher. En vrai, c'est un métier qui exige du rapprochement. Donc, il y aura plein de choses à faire. Je pense que le gel hydroalcoolique, le port de masque et les gants font partie. Mais est-ce que vous avez envie d'être servi par quelqu'un que vous entendez à peine? Est-ce que vous avez envie d'être servi par quelqu'un? En fait, c'était ça ma question. C'était est-ce que vous allez leur faire prendre des cours de mime, enfin, des trucs qu'ils pourraient faire à distance pour que ce soit plus gai ou… Voilà. Ouais, je sais pas. Amandine, t'as démarré, toi, les cours de mime? Non, mais… Moi, je suis assez… je sais pas, ça m'agace, en fait. Je trouve qu'on en fait… Encore une fois, moi, je trouve qu'on en fait vraiment trop et qu'au lieu de responsabiliser les gens, on les fait paniquer, quoi. Et je trouve que il y a un vrai… faut vraiment revoir la façon dont on parle du Covid autour de soi et notamment dans les infos, quoi. Ben, le problème aux infos, c'est qu'ils nous balancent des choses appliquées dans de pays lointains, on va dire. Dans de pays où ils ont appliqué déjà les normes 2 semaines, 1 mois avant nous, sauf que la plupart du temps, ce ne sont pas des pays latins. Enfin, je veux dire, ici, on l'a bien vu, alors tout le monde a respecté le confinement et c'était très bien, mais là, ça y est, les gens ont envie de ressortir, on a envie de se reparler, on a envie de faire des fêtes, on a envie de faire des repas, on a envie d'aller au restaurant. Je pense que cet art de vivre à la française,
on ne pourra pas nous l'enlever. Ça va effectivement faire peur aux gens pendant quelques temps aux infos, mais dès que les salles vont être réouvertes, on va repartir de plus belle, quoi. Il y a d'ailleurs une question qui est intéressante, hein, qui synthétise ce que vous êtes en train de dire et qui dit, est-ce que vous n'êtes pas, dans le discours qu'on est en train de tout savoir les uns les autres là, est-ce qu'on n'est pas en train de faire une segmentation entre deux types de clients, ceux qui n'ont pas peur, n'ont plus peur, n'ont pas perçu le même niveau d'information sur le Covid. Je vous l'avoue, moi j'entends des gens, des jeunes qui me disent la moyenne d'âge c'était tant, les problématiques médicales auxquelles étaient soumises certaines personnes qui sont décédées, c'est affreux, c'était ça. Donc moi je suis dans aucun des cas. Je subis une pression et donc la segmentation, là, la question qui est posée, c'est est-ce qu'on n'est pas en train de faire une segmentation entre ceux finalement qui sont conscients du risque mais qui l'acceptent et qui voudraient finalement qu'on libère les barrières et d'autres qui vont choisir de ne plus aller au restaurant. Alors que moi, ça m'étonnerait pas, ouais. Ça m'étonnerait pas parce que tu vois, dans la clientèle que j'ai au marché, je me rends compte qu'il y a vraiment très distinctement deux populations. On a fait le choix de ne pas mettre de masque parce qu'en fait, on garde une grande distance avec les clients, c'est-à-dire que les clients ne rentrent pas dans le magasin. Donc, on est vraiment à plus de 5 mètres les uns des autres. On est les seuls à manipuler les légumes. On fait attention, on se lave les mains régulièrement. Soit on a le gel hydroalcoolique, soit on a du savon. Parce qu'il ne faut pas oublier, on parle tous de gel hydroalcoolique, mais en fait, avant le gel hydroalcoolique, il y avait un truc super qui existait, qui coûte 10 fois moins cher et qui s'appelle le savon. Voilà, mais bon, ça fait mieux, ça fait plus propre, enfin, ça fait plus technique et tout de mettre du gel hydroalcoolique. Bref. Donc, il y a plein d'autres façons, si tu veux, d'essayer d'être logique. Donc, si tu veux, on a ce contact avec la clientèle. Et depuis le début du confinement, parce que moi, j'ai commencé le marché la 2e semaine de confinement, donc au tout début, sur tous les clients qu'on a eu qui sont passés dans la boutique, on a eu 2 personnes qui nous ont fait la réflexion, qui nous ont demandé pourquoi on ne mettait pas de masque. 2 personnes sur les milliers de personnes qu'on a eues depuis 3 mois. Donc, c'est rien du tout. Et je sais, moi, qu'on a eu des clients qui sont venus parce que justement, on ne mettait pas de masque, parce qu'ils voyaient un visage, parce qu'ils voyaient quelqu'un avec un sourire, parce qu'ils avaient quelqu'un qui leur parlait de la Covid et qui n'avait pas derrière, tu vois, en mode clinique, quoi. Donc, je pense qu'effectivement, il va y avoir un vrai clivage, un vrai gap entre différentes populations sur la clientèle. Ouais. Julien, avant de vous laisser, donc ce n'est pas une conclusion, avant de vous laisser la parole dans quelques minutes pour la conclusion, la dernière fois où on s'est parlé, vraiment, je t'ai senti, et on l'a senti aussi au début, je t'ai senti un peu amer, un peu aigri sur l'avenir du métier. L'avenir du métier à travers sa convivialité, parce que tu as toujours fait des restaurants qui sont d'une vraie convivialité. Ta table de partage, le partage, c'est la convivialité. Alors maintenant, tu dis, bah, si je ne peux pas, je vendrai, je ferai autrement. C'est aussi ancré que ça au fond de toi? Tu ne crois pas qu'il y a des alternatives Des alternatives, je pense qu'il y en a plein, mais moi, je n'aime pas trop quand on m'impose des choses. En fait, j'ai choisi d'ouvrir des restaurants seul, sans investisseurs, sans personne, pour pouvoir faire ce que j'avais envie de faire, comme je le voyais, comme je le vivais finalement depuis 20 ans chez mes parents avant d'arriver à Paris, quoi. J'ai juste multiplié en fait par 100 ce que font mes parents. Parce qu'ils sont pas dans le métier, mais pour moi ici c'est une simple auberge, quoi. Il y a toujours 10-15 personnes à la maison, donc j'ai juste multiplié par 100 ce que je voyais à la maison. Et aujourd'hui, si on doit nous dicter telle et telle chose, de rajouter des normes à nos restaurants, ça ne ressemblera plus à ce que je veux faire, à la vie que je veux avoir et à la vie que j'ai eue pendant 38 ans. Donc non, je n'ai pas envie de faire ça et je ne ferai pas ça. Alors c'est pas une aigreur, c'est juste une peur en fait, parce que pourquoi se faire chier à appliquer des choses qui ne sont pas communes à notre vie alors qu'on peut arrêter. Mais donc oui, effectivement, j'ai quand même cette phase où je me dis que c'est possible que j'arrête totalement mon métier. Et puis de toute façon, on va être franc, et sur 5 affaires que je fais aujourd'hui, il y en a 1, 2, peut-être 3 qui vont s'éteindre dans les mois qui viennent. Parce que lorsqu'on ouvre un restaurant à Paris pendant 1 an et qu'on prend 2 mois de gilets jaunes et 3 mois ou 4 mois de Covid,
Là, il faut me sortir le magicien. Ouais, la grève, pardon. Il faut me sortir le magicien qui arrive. Moi, perso, ça fait 18 ans que j'ai des affaires. Là, ben, j'y arrive pas, en fait. Donc, c'est la peur. En fait, pourquoi je devrais accepter des crédits que l'État nous donne, mais que l'on va devoir rembourser dans un an? Donc, le maître mot de mon comptable, ça a été oui, mais vous pouvez reprendre un autre crédit sur une autre affaire. Ah ben oui, merci, je vais emprunter 1 million de plus que je vais galérer pendant 10 ans et mettre en péril ma famille et mes affaires pour rembourser quelque chose que je n'ai pas voulu à la base. Et franchement, il arrive un moment, c'est pas de l'aigreur, c'est de la peur, en fait. Et pourtant, je suis pas un peu heureux. Il y en a un en face, c'est la Rouen qui peut le dire. J'ai jamais eu l'habitude d'avoir peur, mais là aujourd'hui, c'est un peu. C'est un gros gaillard. Hein. Et justement, Julien, est-ce que, alors on ne parle pas du tout du Covid, est-ce que depuis, enfin je sais pas, moi je vous connais depuis Afaria, donc 2007 ou 2008, quelque chose comme ça, est-ce qu'en 12-13 ans, les choses n'ont quand même pas un peu changé justement? Est-ce que cette convivialité, elle n'a pas changé et que vous déjà, vous vous êtes adapté à certaines modes, certaines envies de la clientèle? Est-ce que déjà, il n'y a pas eu des changements et que donc d'autres changements peuvent aussi s'envisager? Si, bien sûr qu'il y a eu énormément de changements dans la restauration. Je pense que vous êtes très bien placé pour le voir. Enfin, moi, j'ai bossé pendant 10 ans dans des étoilés et j'ai pas fait ça du tout. Ben, d'ailleurs, comme mes copains en face, là, autour de la table. Et derrière, on a vu évoluer quand j'ai ouvert à Faria, j'étais le premier à mettre une table d'hôte, une table de partage. Donc, c'était il y a une douzaine ou 15 ans. Quand j'ai ouvert le deuxième restaurant, il n'y avait que des tables d'hôtes. Ben, les Parisiens avaient peur de manger à côté. Alors que nous, ici, dans le sud, on mangeait tous à côté, collés, serrés, etc. Pendant 6 mois, le deuxième restaurant, il faut savoir que ça a été un vide. Qu'est-ce qui s'est passé là? Ah ouais, pardon. Il faut savoir que quand j'ai ouvert dans les Landes, le deuxième restaurant, il n'y avait que des tables d'hôtes, personne ne voulait manger à côté. Pendant 6 mois, ça a été un bide total avec de grosses frayeurs. Et petit à petit, les gens sont mis à manger à côté, sont mis à festoyer, sont mis à partir. Et c'est comme ça que j'ai ouvert à Nos. Donc oui, effectivement, mais c'était dans le bon sens en fait. C'est que pour moi, la convivialité est rentrée de plus en plus dans les restaurants. Grâce à quoi? Grâce au bistrot. C'est pas moi qui ai inventé tout ça. Hein. Moi, j'ai fait ce que j'aimais faire à la maison. Mais ça a collé avec un air du temps et quelque chose qui marchait bien. Où on commençait à sortir en salle, où on commençait à aller voir les clients, à les saluer, à faire la bise, à discuter, à faire un peu de cinéma en salle, etc., etc. Donc tout ça, c'est arrivé pendant les 20, 30 dernières années qui sont arrivées, mais c'est les anciens qui les ont lancés, c'est les Yves Candebord, les Stéphane Gégaud, les Thierry Breton, etc. Moi, je suis le petit novice là-dedans, quoi. Mais je le vois dans un bon sens pour moi. Ça a changé dans un bon sens puisque ça correspond plus à ce que j'ai vécu dans mon sud-ouest natal, quoi. Alors, si aujourd'hui, on doit faire l'inverse et m'enlever ça, ben, clairement, je ne le ferai pas. Je ne saurais pas le faire. Donc, je ne vais pas me forcer à faire quelque chose où je ne vais pas me régaler, où je ne vais pas m'amuser tous les jours, quoi. Voilà. Est-ce qu'on parle un peu du sondage? Parce que ça va leur mettre du baume au cœur quand même, ce qu'on voit. Le sondage, je trouve qu'il dit, il résume assez bien ce que nous on a dit et on se rend compte qu'en fait, les gens sont assez d'accord avec nos principes. On se rend compte que les gens ont envie de retourner au restaurant. On se rend compte que les gens n'ont pas peur et ils ne pensent pas retrouver la convivialité à la maison face à leur écran. Donc finalement, c'est pas qu'une question de chef. Je trouve que la clientèle et les gens qui ont voté démontrent que ce qu'on dit n'est pas si loin de la vérité. Et pour vous rassurer tous, j'ai bu un coup avec Julien Dubouet parce que nous, on aime bien le contact et il n'est pas aigri du tout. Hein. Il est plutôt joyeux encore. Non, je ne suis pas aigri, mais bon, voilà, en fait, c'est de la peur. Bon, je ne peux pas en rajouter, mais c'est de la peur, quoi. C'est de la peur. Ouais. Non, mais c'était bien de l'exprimer, cette peur, de reparler de tous les incidents, événements qui se sont passés dans les derniers mois, parce que vous êtes des chefs, vous êtes starisés, on parle de vous, on vous traite comme des artistes, des créatifs, etc. Mais à un moment donné, vous êtes aussi des chefs d'entreprise, vous avez des salariés, vous avez des collaborateurs, vous participez au PIB du pays. Et quand on discute entre nous comme ça de convivialité, quand on discute de goût du pays, quand on discute de delivery, en fait, on le fait en espérant que tout le monde comprenne bien que derrière, il y a des emplois, il y a une activité économique et que les emplois que vous avez sont des gens qui consomment aussi et que vous participez à toute la chaîne de création de la valeur en France. Donc, à un moment donné,
voilà, il faut parler aussi activité économique. C'est pas simple. Donc, c'est très C'est bien de hyper l'avoir. important. C'est hyper Voilà. important et c'est le maître mot de nos affaires et c'est pour ça qu'on est encore là aujourd'hui. Mais effectivement, cet enjeu économique est effrayant parce qu'aujourd'hui, on a entendu il y a 2 mois de nombreuses aides qui devaient nous être octroyées. Que les choses soient bien claires. Aujourd'hui, il y a juste les salaires qui sont pris en compte. Alors, merci, c'est très bien, mais nous, en fait, ça ne nous aide pas parce que ça aide nos employés. Mais nous, tout ce qui est charge, on les paye encore. Toute la TV, on la paye encore. Tout ce qui a été annoncé il y a 2 mois, on n'a rien eu. Que les choses soient bien claires. Donc, il n'y a que les salaires qui sont pris en compte. Tout le reste, les loyers, les charges, etc., on est en train de tout payer actuellement. Donc, voilà, peut-être finalement que je vais me mettre à faire de la vente à emporter dans quelques mois puisqu'il faudra que je paye mon loyer. Mon cher Marc, nous allons donner la parole à chacun de nos amis et de nos intervenants pour la conclusion. Alors, je pense que vous avez quand même dit l'essentiel et je pense que tous les gens qui vous ont suivi, encore une fois, quand ils sont à 92% à dire on va retourner au restaurant, je pense qu'ils auront apprécié les messages. Je vais vous laisser conclure sur ce débat qui n'est évidemment pas fermé puisque c'est le débat de la convivialité et que, encore une fois, la convivialité, c'est l'essence même du restaurant. Il faudra bien y revenir d'une manière ou d'une autre. Je pense que vous êtes assez lucide et en même temps assez costaud pour aussi imposer vos idées auprès des gens qui ne connaissent pas les restaurants et qui voudraient décider à votre place. Donc, je vais vous laisser chacun conclure sur cette belle discussion. Amandine? Moi, je pense qu'au-delà de la convivialité, je pense qu'un restaurant, c'est une communauté et que nous, les chefs de cuisine, on est un peu les leaders de cette communauté. Et moi, c'est aussi ce que j'ai voulu continuer à faire à travers le marché, c'est-à-dire que j'ai voulu emmener la communauté qui me suit, donc les gens du voisinage, sur un autre territoire à travers les producteurs. Je pense qu'aujourd'hui, c'est des gens qui me suivront si je commence à faire de la vente à emporter, qu'on va commencer à faire là, dans les jours qui viennent, qui va nous permettre de faire un trait d'union vers ma vraie activité. Mais je pense que voilà, c'est l'idée de faire vivre une communauté. Alors oui, c'est pas évident, c'est pas facile et c'est sûrement pas parfait quand on commence à faire de la vente à emporter, mais je pense que c'est une façon aussi de continuer à entretenir ce lien. Parce que voilà, pour moi, l'important, c'est au-delà de la convivialité, c'est l'idée de lien entre les gens que j'ai envie de retenir et de la façon de le faire vivre. Merci, bravo. Anne? Moi, j'ai envie, et depuis le début du Covid, j'ai essayé de vivre cette expérience avec le plus de bonne énergie possible et de la partager avec les gens, que ce soit sur les réseaux ou les gens que je croise. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans une situation qui est critique. Je partage la réflexion de Julien. Je pense qu'il va falloir arrêter de compter sur les autres. Ni nos assurances, ni l'État va nous sauver. Aujourd'hui, c'est notre pouvoir d'adaptation qui peut nous sauver. On doit compter que sur nous et nos employés. Donc, c'est ce que nous, on a décidé de faire et on va essayer on va continuer à partager cette bonne énergie et que ça soit sur de la vente à emporter ou sur des kits ou même sur l'épicerie qu'on a mis en place aujourd'hui, on essaiera de continuer. Et Julien, alors, le restaurant dans un monde idéal demain? Il va être plein. Il va être plein de gens qui ont envie de se restaurer. Il va être plein, le restaurant de demain, de gens qui ont envie de venir manger, s'éclater, festoyer. Et croyez-nous, parce que je parle pour mes copains aussi, on a emmagasiné de la convivialité pendant 2 mois. On va en avoir à revendre pour les années qui vont venir. Donc, venez vous éclater et on sera là pour vous recevoir. On va lâcher les chevaux. D'ailleurs, je vais boire un petit apéro, moi. C'est parti. En tout cas, bravo, parce que on a vécu des moments, de petite préparation, là, les 15 minutes qu'on passe avant avec vous, et c'était hyper convivial. Finalement, le sujet vous allait bien, c'était la convivialité. Et là, dans votre conclusion, bien que ce soit un débat difficile, bien qu'on comprenne les difficultés, les enjeux économiques, et puis les problématiques liées à comment va-t-on réintégrer la convivialité dans un restaurant. En tout cas, vous n'avez pas perdu
votre humour, votre dynamisme et votre enthousiasme. Et on adore chez Goemio toutes les générations de chefs, mais vous savez que votre génération, elle a une forte responsabilité aussi. Et donc, on est ravis et heureux d'avoir des talents d'une envergure comme les vôtres. Merci de votre soutien, merci de votre accompagnement et puis de votre bonne Merci. humeur. On va en avoir besoin, vraiment besoin. Merci à tous et merci à tous ceux qui étaient à l'écoute aujourd'hui. Bye bye. Merci. Allez, bisous à tous. Ciao, ciao. Et Enfin, bisous de loin. Hein.